Bonsoir et bienvenue sur Mimi Horus. C'est le numéro 24 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles sur Horus. Bonsoir Antoine. Bonsoir Horus. Bonsoir Jérôme. Bonsoir les amis. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien. Voilà, je suis très très content de pouvoir héberger un de mes meilleurs amis à la maison sur Horus ce soir. Parce Un que mon transfuge? un transfuge, mon pauvre Antoine, voilà, s'est fait striker avec notre dernier Mimi. Voilà, on a abordé des sujets. Voilà. Tu fais taper sur les doigts. Exactement. Donc, Antoine ne peut plus diffuser sur. Voilà, il n'est plus hébergé pendant une semaine. Donc, il est à la rue. Alors, j'ai décidé voilà, pour pas louper un petit Mimi, de l'accueillir sur Horus. Un petit Mimi spécial Horus ce soir. Donc, ensemble. Voilà. Voilà. Donc on fera du coup, j'espère que vous êtes présents au chat avec nous sur Horus. Parce que voilà, c'est une première. Tu es notre bouée de sauvetage, Jérôme. Non, et puis en fait, je te devais bien ça aussi, Antoine, parce que je vous signale que ça fait 1 an que ma chaîne Horus est créée. Et j'ai dépassé les 5000 abonnés, donc je suis vraiment super content. Et je sais que au niveau de la promotion de Russe, tu as été pour présent, Antoine. Tu y es pour beaucoup. J'ai été présent, mais allez, lançons-nous des fleurs. T'as fait quand même un travail extraordinaire et tu n'as reçu que des invités de qualité. Donc si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Jérôme, profitez là d'être là ce soir pour après l'émission visiter toutes ces vidéos. Il y a vraiment du beau monde et puis si vous êtes passionné d'archéologie mystérieuse, il y a vraiment des sujets extrêmement passionnants, plus des dinosaures, des brontosaures, Des voilà. brontosaures du monde de l'insolite et invisible. Hmm. Voilà. Pour ne citer que Elisabeth. Je suis pas sûr qu'elle prenne bien qu'on l'appelle le brontosaure. Dinosaure. Elisabeth, c'est le bronchiosaure. Et puis Rock Soccer aussi que tu as reçu Rock sur ta chaîne. Soccer, Alan Duke, Oui, c'est vrai. Umberto Molinaro, Egon Kregel, comment, Pascal Lafargue, Christian Cambois, Éric Le Saint, Mathieu Lavaux. J'ai reçu vraiment, je vais en oublier Quentin Leplat. Voilà, Ah oui, mais là, t'es mal barré. Là, ouais, à un fallait pas moment, commencer. je vais pas pouvoir citer tout le monde. Je Pardon à ceux qu'il a m'excuse. oubliés. Voilà, Bruno Pouchet, etc. Voilà, je voudrais. Donc ouais, j'ai fait des petites vidéos sympathiques sur Horus. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, bah écoutez, pour une fois, je suis mon petit YouTuber parce que je ne fais pas mon YouTuber. Voilà, je ne demande jamais abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez-moi des commentaires, des likes, des machins. Je le dis jamais. Bah pour une fois, je me lâche avec toi, Antoine. Hein, pour une fois, allez, faites-le. Merci. Voilà, visitez. Et puis bon, chaque semaine, on va commencer par le courrier des lecteurs, hein, si tu veux bien. On en a reçu encore hein, des courriers, donc merci à vous tous qui participez, qui jouez le jeu à ce courrier des lecteurs. Donc, allez, on va afficher quelques photos. J'espère qu'elles ne nous porteront pas malheur, ces petites photos. Pour ceux qui auraient loupé quand même l'émission la semaine dernière, elle est sur notre chaîne secondaire, hein, vous pouvez quand même la retrouver en intégralité. Allez, je partage. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, cette petite photo? Ah, des beaux petits nuages lenticulaires que nous avons Ouais. évoqués récemment Voilà, dans le dernier Mimi. c'est Mhm. ça, qui se trimballerait d'un pays à un autre. Ben, écoute, visiblement, il serait passé au-dessus de l'Ardèche. C'est Roland hein, qui nous envoie ces photos qui ont été prises par un ami à lui il y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'ils nous font quand même pas mal penser aux nuages qu'on voyait au-dessus de l'Argentine Mhm. et au-dessus de la Turquie. Et puis alors là, c'est marrant parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui sont formés. C'est joli hein, d'ailleurs. C'est joli. Ça doit porter un nom, ça doit être Mm. un cumulo-circulonimbus, je ne sais quoi. Oh, ben oui. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos petites photos un petit peu insolites. On les prend. On a eu aussi Axel.
Axel Mazué, est-ce que le nom te dit quelque chose, Jérôme? Axel Mazué. Hmm. Hmm. Génération Cité d'Or numéro 1, Génération Cité d'Or numéro 4, je crois, de mémoire, sur des hommes sauvages velus. Mhm. Ça te parle? Bon, eh bien, Axel, en fait, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un grand collectionneur, grand conservateur, on pourrait même l'appeler, vu le nombre de documents qu'il a, sur l'ufologie, sur l'histoire de l'ufologie. C'est peut-être l'un des... Allez, s'il y en a 5 en France, il fait partie du top 5 de ceux qui ont la plus grande Doc- bibliothèque, documentaire, tout ce que tu veux qui finit en tech, sur le sujet UFO, ça soit du sujet UFO français ou même européen ou mondial, hein, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui lui envoient des documents, etc. Et puis parfois, il reçoit tellement de choses qu'il n'a pas le temps de tout trier. Et en triant une caisse, voilà ce qu'il a découvert. Il a découvert ce qu'on appelle communément un cahier d'écolier, sur lequel a été écrit sur plus de 70 pages, tout un livre consacré à l'ufologie. Et donc, par exemple, celui-ci, le chapitre 1, des engins à voilure curviligne sont-ils possibles? Chapitre 2, les soucoupes peuvent être giratoires, les engins non giratoires, des engins dits à tourelles, etc., etc. Et le côté original de la chose, c'est le suivant. Est-ce que tu sais quel a été le premier livre écrit en français sur l'ufologie et par qui? En quelle année? Ouh Et là par qui? là, le premier livre sur l'ufologie. Ah, écoute, déjà, Quelqu'un de très connu. ah, On a fêté les 20 ans de sa disparition il y a Jimmy un ou Gueux, deux Jimmy ans. Gueux, Jimmy Gueux. Jimmy Guilleux. Ouais, ouais. Eh Donc oui. son premier livre, Jimmy Guilleux, n'est pas sur l'ufologie, mais son premier livre sur l'ufologie, celui-ci, là, Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, il date d'avril 1954. Mhm. Et c'est le premier livre français, écrit en français par un Français, sur l'ufologie. Alors, ceux qui s'y connaissent vraiment sur le sujet vont nous dire oui, mais il y a eu d'autres livres avant 54 qui traitaient d'ufologie en français. Oui, mais ce sont des traductions d'ouvrages américains. Mhm. Voilà. Donc là, ce que détiendrait notre ami Axel, ce serait le tout premier livre non édité, par contre. Voilà, Parce qu'il date de quelle année? il date 52. de 1953. Ah, ouais, non, je vois en dessous, oui, 52. Tu vois, Cinq- 52, parce qu'en oui, fait, 10 là, il juillet traite 52. d'un sujet. Alors, c'est pareil, c'est un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est le sujet de la soucoupe d'Hasselbach en Allemagne. L'histoire, effectivement, c'est en 1952. C'est un homme avec sa fille, il s'appelle Oscar Link, je crois, qui ils sont en motocyclette, comme on dit à l'époque, et ils crèvent en allant d'un village A à un village B, donc dans la région d'Hasselbach. Et sa fille, alors que son père est en train de... Oui, non, du coup, il pousse la moto parce qu'il n'a pas de quoi réparer. À un moment donné, sa fille a fait oh, regarde, papa, là, dans les bois, il y a un truc bizarre. Il dit je crois que c'est un cerf, je crois qu'il est blessé. Il y va, il pose sa moto, il va voir. Et puis, il voit un truc étrange, qui ressemble pas du tout à un cerf, qui ressemble à l'image là qui est là. Une soucoupe comme ça, avec mais tout un tas de lumière. Et puis, c'est cet axe là au milieu, qui est pas Comme une, habituel, comme hein, une toupie. comme une Mm, toupie, c'est ça. mm. Et en fait, le disque viendrait comme ça, monter et descendre sur cet axe-là. Voilà. Et il y aurait même, il voit deux personnages en combinaison argentée qui sont en train de s'affairer autour de la soucoupe. Donc sa fille, à un moment donné, l'appelle, parce qu'elle ne le voit pas revenir. Les deux étrangers l'entendent, se retournent, voient qu'ils sont surveillés, et ils remontent dans leur engin, et ils s'en vont, et puis la seule trace qui reste, ce sont effectivement une trace sur le sol. Euh, Moi, je la connaissais pas, cette histoire. J'ai eu du mal à la retrouver d'ailleurs, hein.
J'en ai retrouvé une trace sur un site qui s'appelle Ulysse. J'en ai retrouvé aussi une autre trace sur OVNI Paris, je crois. Mais c'est assez difficile. Donc, je sais pas, voilà. Si vous connaissez ce cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc, pour revenir à Axel, eh bien voilà, il a ce cahier d'écolier d'un livre, en fait, de quelqu'un qui a écrit un livre. Je vous laisse faire des pauses, hein, si vous voulez le lire, mais c'est vrai que on n'a plus l'habitude Et, de lire ça. Mm, Ah, mm. eh oui. Eh oui, les jeunes, on écrivait Bon, comme ça avant. ouais. Il a dû finir docteur. Je crois. C'est vrai qu'il y a un on, comp- petit, on il y a un comprend petit pas côté tout. docteur. Ouais. Mm. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. Merci Axel de nous avoir envoyé cette info. Mm. Voilà, genre, je sais pas ce qu'il en Ah, puis fera. sur ce papier jauni en plus, ouais, Ouais, j'adore. Ouais. complètement. Alors après, ce qu'il disait dans son message, c'est il y a rien de révolutionnaire. Hein. Il n'y a pas des choses qu'on découvre et qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, Mm. ça reste le premier Ah, ouvrage en ah, français un beau traitant gra- d'ufologie. un beau Graal. Mm. C'est ça. Allez, autre courrier des lecteurs. Ça va nous permettre d'introduire notre rubrique et chronique sur l'IA, hein, notre chronique hebdomadaire. Alors c'est Fred qui nous envoie ça, qui est venu lui aussi s'amuser du coup avec ChatGPT suite à notre dernier échange sur ce sujet la semaine dernière. Et du coup, il a voulu lui aussi tester les incohérences de l'IA. Alors d'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, Jérôme, tu as prévu de parler d'un sujet sur justement jusqu'où on peut pousser ces incohérences, hein, avec Mm. le protocole DAN ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mm, mm. On en reparlera. Et là, du coup, il s'est dit, allez, je vais poser 2 questions à l'IA sur des sujets un peu tendus, bien entendu. Et le lendemain, je propose les mêmes questions. Donc, la première question, c'est dans les cathédrales, quelles sont les unités de mesure qui reviennent le plus? Alors ça va te plaire, Jérôme. La réponse de ChatGPT, dans les cathédrales, il existe plusieurs unités de mesure qui peuvent être utilisées, telles que les pouces, les pieds, les zones, les coudées, etc. Cependant, l'unité de mesure la plus fréquemment utilisée pour les cathédrales gothiques en Europe était le pied gothique, également appelé le pouce royal. Cette unité de mesure était relativement stable et était largement utilisée pour les constructions du Moyen Âge en Europe. Par conséquent, il est courant de trouver des mesures basées sur le pouce royal dans des plans de construction des cathédrales. Et là, donc il prépare le terrain, on va dire, et puis après il pose la question qui l'intéresse, et qui Mhm. t'intéresse aussi à toi. Mhm. Est-il Ah. vrai que l'on peut y trouver le maître et la coudée royale égyptienne dans les cathédrales? Mhm. Il est vrai que les cathédrales médiévales utilisaient une variété d'unités de mesure, y compris la coudée royale égyptienne et le mètre. Voilà. Donc, Voilà. tout est dit. Toutefois, il est peu probable qu'ils aient utilisé les 2 unités de mesure de manière systématique dans la construction de leurs bâtiments. La coudée royale égyptienne a été utilisée dans certaines mesures de la construction de certaines cathédrales, tandis que le mètre n'a été introduit qu'au XVIIIe siècle, bien après la période de construction des cathédrales médiévales. Cependant, il Mhm. est possible que des mathématiciens, des ingénieurs médiévaux aient utilisé une variété de systèmes de mesure pour concevoir et construire leurs bâtiments en fonction de leurs besoins et de leur compréhension des mathématiques et de la géométrie de l'époque. Et il remet quand même le maître à sa découverte. Voilà. Le lendemain, il repose la même question. Donc le début, c'est la même chose, ou à peu près équivalent. Mhm. Et la seconde partie, il est peu probable que l'on trouve le maître dans les cathédrales médiévales, car cette unité de mesure n'a été introduite qu'à partir du XVIIIe siècle. Donc toute la partie du dessus, Elle n'y est plus. elle n'y est plus. Voilà. Mm. Donc, puis après, bon, je vous laisse lire la suite. Donc la Ah, question, ah, c'est comment l'algorithme de cette intelligence artificielle peut-elle d'elle-même supprimer des parties de leurs réponses? Peut-être qu'elles réfléchissent entre-temps à la réponse qu'elles ont donnée. Elles se disent peut-être que j'aurais pas dû dire que. j'aurais peut-être Donc pas dû dire ça. si on me la repose, je le dirai plus. Et hop, elle efface. Tu vois, ça peut. Ah ouais, parce que la semaine dernière, on disait, bon, mais finalement, il nous donne les réponses qu'on veut entendre au final.
Donc déjà, ça signifie qu'on ne pouvait pas se fier à ce qu'elle nous disait, parce que s'il nous donne des réponses qu'on veut entendre. Mais là, si en plus, quand il s'aperçoit que les réponses qu'on va entendre, c'est pas des réponses, on va dire, officielles, voilà. Est-ce qu'il C'est ça. s'auto-corrige? Est-ce qu'il y a des Parce petites mains qui corrigent derrière? Oui, aussi, mais bon, par rapport aux milliards de questions Bah oui. qui doivent être posées à ChatGPT à travers la planète, je pense pas qu'il y ait une armée de petites mains derrière qui vérifie Non, tous les messages, c'est pas possible, quoi. non, Donc c'est pas possible. c'est l'intelligence artificielle qui d'elle-même corrige sa réponse. Mm, mm, Elle se perfectionne. C'est là où ça devient dangereux. exactement. Donc, donc voilà, tout ça pour toujours dans notre optique de dire l'IA, ça peut être rigolo, mais attention, ne vous laissez pas leurrer. Hein. Alors tiens, j'ai vu, mais j'ai pas retrouvé, je l'ai vu passer l'info, je l'ai pas retrouvé. Visiblement, les investissements d'avenir en bourse, c'était sur un magazine de bourse, eh bien, il faudrait investir dans l'IA. Il y aurait plus de 10 trillions de dollars d'investissement possibles dans l'IA, qui Mhm. rapporterait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Ça aussi, c'est un signe que... Que c'est peut-être la bête de la fin des temps, Antoine. Parce que moi, combien de fois j'en ai parlé que beaucoup de films prophétiques justement avaient annoncé le fait que une intelligence artificielle prenne le pas sur l'humanité. Et comme le film Terminator, comme le film Matrix, etc., etc. Il y a eu beaucoup de films qui pour moi sont des films prédictifs qui nous annoncent un futur possible. Et moi, quand je vois la place que l'IA prend aujourd'hui, je me dis, tu sais, on en a parlé très très souvent, Antoine. Il y a toujours ce problème d'éthique derrière tout ça. Et justement, moi, je suis toujours un lecteur assidu du magazine Top Secret. Et donc, dans le dernier Top Secret qui est sorti, le numéro 118, faut savoir que Rock, pendant pas mal d'années, avait attribué une page à son magazine sur la puce RFID. Parce que à l'époque, on ne parlait pas encore d'IA. Et beaucoup avaient vu dans cette puce RFID tu sais, le signe de la bête de l'Apocalypse, personne qui n'aura cette marque de la bête sur la main ou sur le front, voilà, ne pourra ni commercer, ni échanger, ni quoi que ce soit. Donc ça sera, voilà, il sera mort, quoi. Et on parlait beaucoup de la puce RFID à l'époque. Il faut savoir que maintenant, Rock, depuis pas mal de temps, de numéros déjà, eh bien, attribue cette fameuse page qui était dédiée à l'RFID, maintenant à l'IA. Et, euh, et puis, il y a ce petit article sur cette page, l'IA et les abeilles. Donc, bon, voilà, j'ai commencé à regarder. Et voilà ce qui est dit dans l'article. Une IA permet de communiquer avec les abeilles, ce qui inquiète les scientifiques, bien sûr. Pour communiquer et se coordonner, les abeilles dansent. C'est connu. Hein. Tu as déjà vu un reportage sur la vie des abeilles, Antoine, je présume. Et voilà, les abeilles communiquent entre elles en dansant. Et donc, afin de les comprendre, des chercheurs du Dahlem Center for Machine Learning and Robotics en Allemagne ont mis au point un microbot qui imite le comportement des abeilles. Ils l'ont appelé Robobi. Donc, Robobi est une petite éponge dotée d'ailes, capable de se déplacer au milieu des abeilles. Et grâce à l'intelligence artificielle, ce robot a pu communiquer et même diriger une partie de l'essaim. Et ce, même s'il ne ressemble en rien à une abeille. Donc, il a été capable de leur signifier quand elles devaient s'arrêter de bouger et même vers quelle heure voler en vue de récolter du nectar. Une avancée prometteuse pour les chercheurs allemands qui espèrent pouvoir domestiquer une ruche en entier. Donc, je suis allé un petit peu creuser cette info parce que j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Parce que là, je me dis, on est peut-être passé à côté de quelque chose qui pourrait vraiment révolutionner la planète. C'est le fait que l'IA, elle, puisse comprendre le moyen de communiquer avec les animaux. Parce que, alors justement, je vais continuer un petit peu dans ce que j'ai trouvé.
Alors, les intelligences artificielles dédiées à la compréhension et à l'apprentissage du langage des animaux et des insectes s'améliorent et pourraient permettre de franchir la barrière de la communication entre les espèces. Donc là, on est vraiment dans Avatar, quoi. On pourrait parler avec les animaux, ça serait génial, quoi. Donc une prouesse qui pose d'incontournables et épineux problèmes d'éthique, bien sûr. Donc vocabulaire, syntaxe, art de la conversation. Les chercheurs planchent depuis longtemps sur la richesse et la complexité de la communication animale. Toutes les espèces y passent, que ce soit les cochons, les corbeaux, les chats, les chiens, les souris, les singes et même les abeilles, justement avec ce fameux Robobi. Donc les danses qu'exécutent ces insectes constituent un véritable langage qui leur permet de se coordonner dans leurs tâches. Ce phénomène est étudié depuis les années 40 et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'aller bien plus loin que l'interprétation de ce langage. Ainsi, dès 2018, des chercheurs allemands ont conçu Robobi, un micro-robot qui sait imiter la danse frétillante des abeilles. Le robot est un simple morceau d'éponge, bon, comme je vous ai expliqué. C'est une IA qui est à la manœuvre. Et donc, pour cette équipe, la prochaine étape est de parvenir à domestiquer l'ensemble d'une ruche. Pour cela, les chercheurs implantent plusieurs robots dans différentes ruches afin de vérifier si la colonie les accepte comme l'une des leurs. Donc, alors, ce qui est intéressant avec l'IA, hein, c'est qu'elle est capable d'analyser des signaux uniques liés au comportement et au modèle pour créer un langage plutôt que d'essayer de leur apprendre le nôtre. Alors, c'était tout le problème, hein, parce que c'était un petit peu mission impossible, parce qu'on essaye ça depuis des années, de vouloir pouvoir communiquer avec les animaux. Et en fait, nous, on essaye de leur apprendre notre langage, mais ça marche pas, quoi. Et donc, c'est l'inverse de l'approche qui a été réalisée avec les primates, hein, depuis les 60 dernières années. Le langage était alors très centré sur l'humain. Mais pour pouvoir communiquer avec le langage des abeilles et les autres animaux, est une finalité qui dérange, voire inquiète la chercheuse Karen Baker de l'Université de Colombie-Britannique au Canada. Alors elle, bien sûr, comme on le disait par rapport à l'éthique, elle a été interviewée par Vox, elle explique que le risque, c'est que les IA servent aux humains à exploiter les animaux et les insectes plutôt que de chercher à vraiment les comprendre. Donc, franchir à l'aide des algorithmes la barrière de la communication entre les espèces a effectivement de quoi créer un sentiment plus profond de parenté. Autrement dit, selon la scientifique, l'anthropomorphisme pourrait amener l'humain à manipuler les espèces sauvages pour les domestiquer de façon contre nature. Elle ajoute que cela ne concerne pas que les abeilles, mais l'ensemble des animaux sauvages. Alors, c'est vrai que d'un point de vue philosophique, Antoine, quand tu commences à prendre conscience que une intelligence artificielle pourrait trouver le moyen de communiquer avec tous les animaux de la planète, là, tu te dis, ça va extrêmement loin au niveau éthique, parce que qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Voilà, c'est c'est A ou B, hein, c'est noir ou blanc. Mais en soi, ouais, en soi, c'est pas si délirant que ça. Parce que je vais te prendre un exemple. Pour ceux qui ont un chat ou un chien chez soi. En définitive, vous arrivez à reconnaître la communication de vos propres animaux. Vous savez, votre chat, en fonction de sa position, en fonction de son miaulement, s'il est plus aigu, plus grave, s'il est plus long, s'il est Oui, plus roulé, etc. oui, mais c'est tout. On arrive déjà à avoir tout un tas Et de vocabulaire. bien, Et bien, on le fait juste par rapport à notre propre animal. c'est ça. Imagine une IA qui est capable effectivement d'analyser ton animal, le mien, le sien, le leur, etc. Donc toute cette databank de millions de comportements animaux, il va forcément au bout d'un moment réussir à déterminer un pseudo ou un proto-langage. C'est clair. Et c'est là où qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, ça pourrait être c'est Avatar, quoi. Tu vois, tu t'es en symbiose avec toute la nature, mais c'est pas du tout le cas sur Terre. Déjà, les animaux, Non, si tu arrives à communiquer avec une vache qui va aller à l'abattoir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qu'elle va te dire? ben, toi, tu vas lui mentir, forcément. Et ben voilà. T'inquiète, Donc tu vas dans un monde meilleur. oui, mais attention, Et c'est là elle, qu'est-ce qu'elle où va te dire, par contre? tu vois, c'est là où ça peut. Moi, je suis quelqu'un que parfois j'imagine peut-être trop loin, mais imaginons une IA arrive à communiquer avec les animaux et leur explique en fait que les humains, nous, on est, on,
on les domestique pour soit un animal de compagnie au mieux, soit pour les bouffer, quoi. Donc, Ouais, oui. Mais et on les elle mange parce pourrait, que. voilà, elle pourrait très bien prendre une IA, c'est une intelligence artificielle, mais ça reste une intelligence. Elle pourrait très bien dire, par réflexion, l'humain, c'est le cancer de la planète, il est en train d'exterminer toutes les autres espèces. Moi, je peux communiquer avec toutes les autres espèces. Eh bien, je prends le parti des espèces plutôt que d'une espèce, l'humain, qui est en train de tout bousiller. Et là, j'ordonne à tous les animaux d'exterminer les humains. On peut aller très loin, hein. Mm, mm. Alors, Ah ben, animaux, ça bien veut dire sûr, aussi insectes, tout hein, à fait. du ver de terre au lion, quoi. Ah ben, de toute manière, on n'est pas les rois de la planète, hein. Les rois de la planète, ce sont les fourmis, très clairement, Ah, ça me et rappelle tous les insectes, hein. ça me rappelle ce livre génial, hein, de Bernard Werber, un C'est des Bernard, premiers. ouais. Mm, mm. Ouais, les fourmis. Excellent, excellent. Exactement. Mais oui, effectivement, les humains mangent les animaux parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de conscience. Si Et oui. Et demain donc, on si, démontre que les animaux ont une conscience et qu'ils sont conscients qu'ils alors, vont se faire bouffer, bien évidemment, j'ose espérer que tout le monde oui, deviendra végète. mais bien évidemment qu'on va pas avoir, je dirais, une conversation de comptoir avec une fourmi, hein. Je dirais que dans le langage, beaucoup d'espèces animales travaillent très simplement. C'est un langage basique, manger, dormir, bouger, gauche, droite. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais on pourrait quand même parler avec elles, quoi. Ça serait génial, quoi. Ça serait vraiment, même ne serait-ce pour les vétérinaires. Tu amènes ton animal qui est en souffrance, tu sais pas lui vraiment c'est pas ce qu'il a. Le vétérinaire, grâce à une IA, pourrait interroger l'animal. Tu as mal où? Et l'animal pourrait, voilà, dire où il a mal. Enfin, ça serait, tu vois, on pourrait. Mais ça, c'est tout le paradoxe de ces inventions géniales qui, qui, qui nous sont offertes. Bah, tu peux faire quelque chose de super ou tu peux vraiment t'en servir à des fins machiavéliques. Et oui, et quand on sait que on descend tous de la même cellule, en définitive, hein, selon la théorie de l'évolution, euh, ouais, il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence, hein. D'ailleurs, en parlant de nos descendants, alors je vais aborder un sujet, j'espère que vous me pardonnerez si je fais des abus de langage, parce que parfois c'est un peu compliqué. Je vais vous parler des hominidés et des homininés. Alors les homininés seraient une sous-famille des hominidés, grosso modo ce sont nos ancêtres, alors je crois qu'ils appellent ça des ancêtres fossiles, dont d'ailleurs les chimpanzés sont aussi issus. Et euh, visiblement, les premiers outils utilisés par nos ancêtres homininés euh, dateraient de 2,6 à 3 millions d'années en arrière. Donc c'est quand même, ça fait quand même une belle paye. Et ils auraient retrouvé donc des outils dans un. Alors c'est en Afrique. Ça se passe au sud-ouest du Kenya. Dans une zone où les archéologues ont retrouvé des fossiles de paranthropes. Alors, les paranthropes, ce sont des homininés, mais qui ne sont pas des ancêtres des humains d'aujourd'hui. Donc, c'est une autre branche. Et on considérait que ces paranthropes euh, ben, n'avaient pas la capacité d'avoir des outils. Donc, tu sais, la relation, c'est pareil. C'est qui Mhm. dit outil, dit intelligence. Voilà. Eh bien, il s'avérerait que sur cette zone, ils ont découvert non seulement plus de 300 outils avec à côté des preuves de présence de paranthropes, entre autres des dents de paranthropes. Euh, et en plus, ces outils-là dateraient de 3,3 millions d'années. Ce sera même encore plus lointain que les outils qu'on avait trouvés précédemment.
Et en plus, visiblement, ils savaient bien s'en servir parce que ils ont retrouvé sur la même zone un hippopotame dépecé grâce à ces outils, alors que pour les scientifiques, les paranthropes, voilà, déjà n'utilisaient pas d'outils, ils utilisaient leurs dents parce qu'ils avaient une grande bouche, donc ils utilisaient leurs dents et puis ils n'avaient pas des techniques de dépeçage. Donc, alors pour vous, pour nous, ça a pas l'air si fou que ça, mais dans le domaine scientifique, ça semble être une révolution, Eh bien oui. bien tout simplement parce que s'il y a une autre branche dominée ou je sais jamais si je dois, qui serait donc intelligente, mais qui serait pas nos ancêtres directs, Mais cette branche-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? qui aurait évolué, parce que bah là, on pourrait penser à des ossements qui datent de 20 000 ans, par exemple. Tu vois, enfin, Bah, disons que on considérait que c'était notre branche la plus évoluée et parce qu'elle avait fait des outils il y a 2,6 millions d'années. Visiblement, il y a 3,3 millions d'années, c'était les paranthropes qui faisaient des outils, et puis pas un seul, hein, il y en avait, ils en ont découvert jusqu'à 300. Alors les outils, attention, hein, oui, c'est des on outils est, rudimentaires, mais c'est des ça. outils. Donc, il y avait une technique. Ils utilisaient un outil. C'est ça. Il y avait une technique, il y avait une réflexion, il y avait une Voilà, ingénierie, c'est ça. voilà, pour pouvoir faire des actions et aider l'homme dans ses actions. Et là, on parle de Voilà. millions d'années, donc Et on parle de millions d'années. qu'est-ce Donc qui a pu effectivement, se... les branches, elles sont peut-être coupées, hein. Mais moi, ça me fait penser à tous ceux qui remettent en cause la véracité bien de tout, de toutes les espèces d'hommes sauvages velus. Tout à l'heure, on en parlait avec Axel, hein. Donc, alors les plus connus, Bigfoot, Yeti et compagnie, mais quand vous commencez à gratter le sujet, vous en apercevez qu'il y en a dans tous les continents, hein. Sur Génération Cité d'Or, on avait d'ailleurs mis une carte. C'est hallucinant, toutes ces zones où on retrouve des hommes sauvages velus. D'ailleurs, l'expression crétin des Alpes, pas parce que les gens dans les Alpes étaient des crétins, mais c'est parce qu'il y avait une race d'hommes sauvages velus qui s'appelait les crétins. Voilà. Donc, si effectivement il y a des branches comme ça qui ont été des branches parallèles, qui ont survécu, bon, on pense aussi à l'homme de Néandertal, hein, euh, pourquoi est-ce que on n'aurait pas des descendants qui seraient, alors on va dire, mais où sont-ils? Ah oui, forcément, ils sont cachés. Ils sont peut-être même pas sur ce plan, hein. C'est aussi les conclusions auxquelles on arrive, hein. Peut-être qu'ils ont évolué suffisamment pour être sur des phasés, sur d'autres plans. Mais voilà, moi je trouvais l'info intéressante, parce que déjà ça replace l'être humain vaniteux que nous sommes à sa place, hein. On n'a pas été, on n'a pas été les premiers. Et puis ça ouvre d'autres possibilités. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Alors moi, je vous mettrai en lien sous la vidéo le lien vers une petite vidéo sur les origines de l'humanité que je trouve très intéressante. Donc voilà, je vous donne juste pour vous donner envie La d'aller voir petite cette conclusion vidéo. quand La même petite conclusion, hein, ça serait que nous serions les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Fallait que je la mette. Mais pour comprendre la blague, il faut la voir. faudra aller la voir. C'est ça. Cela comme ça, c'est un peu visuel, mais effectivement, c'est du Sauce Park, c'est ça. Exactement.
je te dis bateau, le bateau. Na, 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 L'espace, bateau, Albator, Albator. bateau. Alors là, il va falloir que je fasse une petite Allez, pause et je vous rejoins dans 2 minutes. À tout de suite. rideau. Rideau. Le bel Atlantis, c'est ton vaisseau. Doudou, doudou. Le pavillon noir est son drapeau. Doudou, doudou. Bebop, Nausicaa sont avec toi. Bon, tu m'as fait ce rendez-vous. Albator. Eh oui, bon, pas mal. On est pas mal en Albator. Bon, surtout toi. Moi, Ouais. j'ai vraiment improvisé. Et pourquoi tu voulais nous parler d'Albator ce soir? Bah, Antoine, moi j'ai appris cette triste nouvelle. Le décès de Leiji Matsumoto. Donc c'était le papa d'Albator. Il est parti à l'âge de 85 ans ce lundi 20 février. Donc moi, Albator, c'était un de mes héros préférés quand j'étais enfant. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir à Matsumoto. D'ailleurs, je vais retirer aussi mon bandeau parce que d'un œil, c'est pas facile pour lire. Ouais, moi aussi, j'ai enlevé le bandeau, je te confirme. Avoir qu'un seul œil, c'est pas facile pour lire à notre âge. Le voilà, notre ami Matsumoto. Mm. Qui nous Il a avait une bonne quittés. tête, hein. Ouais, il avait une bonne tête. D'ailleurs, je soupçonne qu'il se soit inséré dans ses créations. Alors, je voulais vous refaire un petit historique hein, de Matsumoto. Il est né en 1938 et donc il a commencé à dessiner à l'âge de 15 ans. Et déjà, le design du drapeau pirate, plus tard utilisé comme pavillon noir de l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, hein, Atlantis en français, est couché sur le papier. Donc en 1954, il publie son premier manga, Les Aventures d'une abeille. Dès lors, Matsumoto va faire preuve d'une productivité à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il va pas arrêter, quoi. Il va faire que des dessins, des mangas. En plus, il crée l'aventure, il crée le dialogue, il fait tout un petit peu à la RG, on va dire. Et donc en France, l'auteur est principalement connu pour ses œuvres de science-fiction qui ne sont qu'une petite partie de son travail, pour vous dire, parce que nous, on connaît Matsumoto, là, on vient de faire référence à Albator, mais ce n'est qu'une petite partie de son travail. Au Japon, il s'inscrit dans une mouvance beaucoup plus réaliste. Nombre de ses mangas sont des satires sociales sur le jeune Tokyoïte ayant du mal à s'en sortir. Mais Matsumoto, c'est avant tout un style graphique identifiable qui fut inspiré par le père du manga, Tezuka, qui a créé Astro Boy. Donc, au début des années 70, c'est la traduction de plusieurs œuvres de science-fiction américaines qui fait découvrir le genre au Japon. Surfant sur cette nouvelle mode, la maison d'édition Hayakawa Shobo acquiert les droits de plusieurs romans de l'américaine Catherine Lucy Moore et en confie l'illustration à Matsumoto. Donc, parmi les personnages de Moore, le dessinateur découvre Norwest Smith, héros hors la loi, vivant à bord de son vaisseau spatial, voguant de planète en planète, et qui l'aurait largement influencé, du coup, pour le côté rebelle au grand cœur d'Albator. Donc, l'idée d'un corsaire de l'espace trotte en effet dans la tête de Matsumoto depuis un certain moment. Et donc, en parallèle d'Albator, Matsumoto s'essaye à partir en 1974 à l'animation avec la série Yamato, dont il conçoit les personnages et les vaisseaux. Très intéressé par son travail, la Toei, donc c'est ce célèbre studio japonais, un TOEI, lui propose de l'adapter en version animée. C'est donc en 1977 que Matsumoto crée une suite de son héros balafré et qui donnera naissance à Harlock 78, directement inspiré des mangas, qui continueront à être publiés dans le même temps. Dès les premiers épisodes, c'est un immense succès au Japon qui ne mettra pas longtemps à arriver en France. Et oui, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Antoine, mais donc c'est l'année suivante, Matsumoto crée son manga le plus populaire au Japon à ce jour, Galaxy Express 999. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi de ce dessin animé qui est complètement dans le style de Matsumoto. Et c'est l'histoire d'un train parcourant l'espace à la recherche d'une planète offrant l'immortalité.
Donc, retenez bien ça aussi. Et par 2 fois dans les films d'animation tirés de la série, Albator apparaît dans cet univers en tant que personnage secondaire. Et donc en 1978, la série est diffusée durant l'émission Récréa 2 sous le nom Albator 78. Et malgré de bonnes audiences, les 3 derniers épisodes ne sortiront jamais chez nous. Hein, figurez-vous qu'on n'a jamais eu le droit aux 3 derniers épisodes d'Albator, puisque apparemment les batailles spatiales étaient jugées trop violentes. Voilà, pour le petit public français que nous étions à l'époque. Alors, comment ça se termine? Ah bah tu te débrouilles Antoine, hein, faut trouver les 3 derniers épisodes d'Albator. Et d'ailleurs, il n'y a que aussi en France hein, que le nom du héros a été modifié, parce que comme je vous disais, c'était Harlock le nom à la base d'Albator. Alors, sais-tu Antoine pourquoi et comment, selon la légende, le nom d'Albator sera apparu uniquement en France? Non, j'en ai aucune idée, par contre. Ah bah écoute, j'ai creusé pour vous et j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. C'est la légende en fait, hein, on va dire. Donc, en fait, le nom d'Harlock, pour l'époque, ils avaient considéré que c'était trop proche de Haddock, tu vois, le Captain Haddock et Tintin. Donc, ils se sont dit Harlock, Haddock, c'est un peu moche. Et puis, la légende raconte que c'est Éric Chardin, donc en fait le fameux compositeur et interprète du générique français, hein, qu'on a chanté tout à l'heure en chœur, Antoine, qui aurait proposé ce nom après avoir assisté à un match de rugby. L'un des joueurs se nommait Jean-Claude Ballateur. Et le chanteur aurait ainsi déclamé Ballateur fend les airs tel un albatros. Donc Ballateur, Balafre, Albatros, Boubi Boulga, le nom d'Albator est apparu en France. Voilà. Il n'y a que en France qu'on appelle Albator, Albator. Partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, ça, c'est Harlock. Voilà. Donc pour la petite Ah bah, histoire, c'est bien plus sympa, le Bator. Hein. moi moi j'aime bien comme nom, Albator. Ouais, ouais, et puis Ça l'histoire sympa. est belle. C'est bien. Oui. Et puis du coup, par la suite, il y a eu un clash hein, entre Matsumoto et Toei. Et puis bah il a décidé de mettre fin à ses productions de manga animés. Mais il a refait parler de lui. Rappelez-vous, c'était dans les années 2000. C'était le duo Daft Punk, fan de son univers, qui avait demandé à Matsumoto de superviser une série de clips pour accompagner la sortie de leur album Discovery, qui est sorti en 2001, et qui seront rassemblés en un long métrage, Interstellar 5555. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là, il est sympa à voir aussi. Et puis en dehors de cette collaboration prestigieuse, il y a eu aussi un reboot d'Albator. Je sais pas si tu l'as vu, Antoine. Il est sorti en 2013. C'était un film d'animation. Et voilà, c'était le titre. Si je vous le retrouve, c'était Albator, corsaire de l'espace. Enfin, c'est sous ce titre qu'il est sorti en France. Je sais pas si tu l'as vu, Antoine. Là, c'était un film, hein, c'est ça? C'était un film, C'était un film? 1h30, Ouais, ouais, que je l'avais en pas images. trouvé. Soit j'avais trop vieilli, Bah écoute, je soit l'ai vu avec ma fille. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient respecté dans les grandes lignes l'esprit Albator. ou peut-être trop court Mm. aussi, 1 heure et demie. Bah, parce qu'il Donc, devait pas faire une suite. oui, mais pour l'instant, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Et puis, moi, je voulais vous dire aussi là-dessus, hein, parce que je me suis intéressé aussi à l'alchimie pendant très longtemps. Et puis, il ne faut pas oublier que Matsumoto, hein, comme beaucoup de créateurs de dessins animés, inséré des principes alchimiques dans ses histoires. Donc, je vous parlais justement de Matsumoto qui ressemblait étrangement à des personnages qui figurent dans Albator, dans Cosmos 99, dans beaucoup de ses mangas. C'est le personnage de Toshiro. Donc, pour la petite histoire, je sais pas si vous vous rappelez, dans Albator, c'est le petit bonhomme. Voilà, Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est le petit technicien voilà, qui. il est petit, un physique ingrat, mais d'une très grande intelligence. Hein, et voilà, c'est lui qui a conçu le vaisseau d'Albator. Et, et justement, voilà, rappelez-vous dans Albator, la femme de Toshiro, elle s'appelle Esmeralda. Donc un petit clin d'œil, tu vois, à Quasimodo. Tu vois, ce personnage ingrat, bossu, bon là c'est pareil, Toshiro jouait un petit peu ce personnage qui avec Esmeralda et s'est tiré de l'œuvre alchimique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, hein.
Et donc, ils auront aussi une fille ensemble qu'ils vont nommer Stella. Stella, les étoiles, voilà, principe alchimique. Et donc, à sa mort, il va transférer son âme dans l'ordinateur de l'Atlantis. Alors, c'est pareil, l'Atlantis, c'était le nom du vaisseau d'Albator dans la version française. Il faut savoir que la version originale, le vaisseau s'appelait Arcadia. Et Et in Arcadia Ego, hein, ce fameux tableau de Nicolas Poussin qui nous donne des principes alchimiques. Voilà, il faut savoir que dans les œuvres de Matsumoto, il avait quand même diffusé, il avait saupoudré ses connaissances alchimiques. Mhm. Et Ouais, puis, moi, les... Galaxy Express 999, comme je vous le rappelais, hein, le but, c'était de chercher une planète offrant l'immortalité. Et l'immortalité, c'est une c'est le des but choses. ultime de l'alchimie, de la pierre philosophale. Exactement. Mm. Alors moi, les sylvidres me terrifiaient quand j'étais gamin. Je sais pas toi. Ah, ouais, elles étaient flippantes. Tu, Mais tu... quand il les tuait, tu sais, quand elles partaient en... Ouais, c'est ça. Je crois que c'était surtout quand elle mourait où Mm, c'était encore plus terrifiant. Ouais, ouais. mm, mm. Mais il y avait pas mal de très très bonnes technologies de mémoire dans cet animé. Oui, oui, Les... moi j'adorais le vaisseau, hein, justement l'Atlantis avec cette tête de mort sur la poupe. Voilà. Et qui se... Il coupait Qui aussi se... les vaisseaux en deux, non? Il n'y avait Oui, pas une oui, espèce je de... crois que c'est un des premiers, oui. Il a eu plusieurs vaisseaux, Albator. Il y avait un Mhm. des vaisseaux, oui, où la poupe s'ouvre en deux, il y avait une espèce de grande lame qui sortait, et là, ouais. Et qui se régénère aussi, il se guérit tout seul voilà, de ses avaries, voilà, parce que l'âme de Toshiro s'est intégré dans l'ordinateur de l'Atlantis. Mais donc, c'est un vaisseau vivant, Exact. Une IA. une IA. Mais là, une IA tirée d'une intelligence Mhm. naturelle. Ah ouais. On salue aussi le professeur Simon dans Capitaine Flamme. Exactement, même principe. Même principe. Avec Ok, eh ben, avec l'Odysseus qui ressemble à un bel œil. tout à Je vous fait. dis, même dans Ulysse, hein, il y a des petits clins d'œil, c'est le cas de le lire, alchimiques. Il Mhm. suffit juste d'avoir les codes et on les voit. Mm. Oui, ce n'était pas que des dessins animés, Exactement. clairement, Il à y avait l'époque. une initiation derrière tout ça. Mm. Et voilà ce que ça donne après. Voilà. Eh ben voilà, on est. Enfin, 30 Mais ans plus je tard. tenais à remercier chaleureusement Matsumoto parce que moi, il a bercé mon enfance. Voilà. Oui, et puis je pense de beaucoup d'entre vous, voilà. Et puis, ben, pour les plus jeunes, si vous ne connaissez pas, je crois que tous les DVD des Albators, Et vous franchement, pouvez trouver pour 10 euros ouais. facilement, quoi. Et il y a des dessins animés qui ont mal vieilli, mais Albator, Ulysse 31, tous ces dessins animés-là, ils ont, bon, évidemment, T'imagines, c'était il y a 40 ans. et oui, il y a 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Exactement. Bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir de nous replonger comme ça dans nos souvenirs d'enfance. Merci, Jérôme. Je suis sûr que ça fait plaisir à plein de gens aussi qui nous regardent. Et bien voilà, écoute, on était bien chez toi en fait. Ah, fait bon, Ouais, il y a du chauffage, tout, on est bien. ouais. Voilà. Hein, on reviendra sur Horus. Bah écoute, si je peux Ouais, te ouais, non, dépanner, c'était hein, plutôt n'hésite sympa. pas, hein, tu ramènes ton Non, édredon, mais ton coussin, Antoine, et puis t'es ouais. le bienvenu dans mes studios. Je vous rappelle, Je... un strike ça va, deux strikes ça va, mais trois strikes, la chaîne elle est coupée définitivement. Et non, non, on va pas prendre de risques. Donc T'inquiète pas, Antoine. on parlera de licorne et de bisounours Dans le prochain Mimi. pendant plusieurs mimis. Voilà. Allez, Allez, mon cher Antoine, à la semaine prochaine à la semaine prochaine. Donc, sur Miasme. Hein. oui, oui, sur Miasme, de toute manière, même Faudra cette pas squatter trop vidéo. longtemps non plus, hein. Prends pas tes Non, aises. non, Hein. non, on va pas. D'ailleurs, vous la retrouverez bien entendu aussi sur Miasme dès que j'aurai l'autorisation de reposter sur ma chaîne, ainsi que aussi le Festival de la merveille et des mystères qu'on a enregistré avec Stéphane et Claudine Mm. pour vous présenter ce festival qui va se dérouler au mois de mai. Voilà, on vous en dira plus pendant cette émission qui dure une petite demi-heure. Eh bien, ciao ciao. Je Salut te laisse Antoine. conclure, on est chez toi. On est chez moi, C'est toi donc qui ferme. écoute,
Antoine, à très bientôt, hein, sur Miasme TV samedi prochain. Et puis moi, je vous dis une très bonne soirée à toutes et à tous. Salut! Ciao, ciao.